Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer à quoi ressemble un moteur asynchrone industriel. Donc là, c'est un petit moteur. Là, il a un petit ventilateur qui permet de le refroidir normalement, qui aspire de l'air qui est à l'intérieur, puis il y a un petit capot par là, mais là, ça a été enlevé. Ici, il y a la boîte à connexion. Alors quand les connexions sont faites comme ça, je vous expliquerai plus tard, mais c'est ce qu'on appelle un couplage triangle. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit les enroulements qui sont là autour. Donc là, il doit y avoir des paires de pôles, hein. Une paire de pôles par phase, ou peut-être plus, je sais pas. On verra ça. On peut le savoir en lisant la plaque signalétique. Et surtout, voilà, là, ça c'est un roulement, voilà, donc l'arbre est sur roulement, c'est pour ça que ça tourne assez bien. Et puis le rotor, qui est un rotor à cage, comme ça. On voit d'ailleurs des bouts de barreaux de cuivre là, qui débordent par endroits, d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est long par endroits. Tout ça noyé dans la ferraille un peu isolante, mais qui est là pour conduire le champ magnétique et intensifier le champ magnétique. Voilà. Donc ça, c'est un des moteurs qui est ici. Bon, la plaque signalétique, on regardera plus tard. Et ici, vous avez le même, c'est le frangin. Voilà, et lui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on voit l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va zoomer, si on peut. Voilà. La plaque à borne. Donc là, en fait, il y a une barrette comme ça. Voilà, les trois phases qui arrivent ici et le neutre qui est branché là. Donc ça, c'est un couplage dit étoile. Voilà, alors que quand c'est tout relié comme ça, voilà, là il n'y a pas de neutre, et là bon c'est particulier, c'est un couplage triangle. Voilà. Alors si je peux quand même en parler, ce moteur sur la plaque signalétique, c'est marqué, voilà, c'est un moteur qui peut fonctionner en 230 volts ou en 400 volts. Voilà, je sais pas si la plaque signalétique ici. Voilà, donc 230 ou 400 volts. Si on le met en 230, c'est un couplage étoile. Ouais, c'est ça. Et en triangle, non, pardon. En couplage triangle, il tient 230 volts, et en couplage étoile, on peut l'alimenter en 400 volts triphasé. Voilà ce qu'on voit. Et puis, à la vitesse de rotation, donc c'est un 1500 tours minute. Donc, ça veut dire que dans le moteur, le champ tournant ne tourne pas à 50 tours par seconde, comme on a vu, mais seulement à 25 tours par seconde. Et ça veut dire que le moteur, au lieu d'avoir 3 paires de pôles à l'intérieur pour une par phase, voilà, et bien en fait il va y avoir 2 paires de pôles par phase. Donc pour les 3 phases, ça fait 6 paires de pôles. Et quand on met 2 paires de pôles par phase, et bien on peut s'arranger pour avoir un champ tournant qui tourne non pas à 50 tours par seconde, mais seulement à 25 tours par seconde. Voilà. Donc ça s'appelle un moteur à 2 paires de pôles, sous-entendu par phase. Mais à l'intérieur, il y en aura 6. Donc le bobinage qui est dedans, c'est un bobinage qui est plus complexe que ce qu'on a vu précédemment. Voilà, et là on revient pour voir dedans. Et là, dedans, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ça a été tronçonné, hein. Et on voit un peu comment est fait le rotor, mais on voit pas. Voilà, on voit un peu de cuivre là, je sais pas si vous voyez au fond. Là, il y a une barre de cuivre qui a été coupée. Sinon, c'est que de la ferraille ici, conductrice du champ magnétique. Voilà. Mais de temps en temps, là, il y a des barres de cuivre qui traversent entre l'anneau de cuivre qui est de ce côté du rotor et puis celui qui est en face de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors ces moteurs asynchrones, celui-là il marche plus parce qu'il a été complètement fusillé. Celui-là il tourne encore, hein. Si on l'alimente, il tourne. Voilà, mais on va pas le faire. Nous on va travailler sur un autre moteur asynchrone. Celui-là par exemple. Celui-là, voilà, celui-là il fonctionne. Là je les ai mis. Voilà. Les deux. J'ai oublié de dézoomer. J'espère que vous verrez quelque chose. Alors celui qu'on va étudier, nous, de moteur, c'est pas, voilà, il est là. Alors il est un peu plus gros parce qu'il est un peu plus puissant. C'est celui-là, le bleu. Voilà. Et il est didactisé, c'est-à-dire que on connecte pas les câbles avec des vis dessus. En fait, quand on veut se connecter, on va rentrer avec des cordons de laboratoire ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dessus? Eh bien, il y a 3 enroulements. Voilà. Alors, un bobinage pour la phase 1, un bobinage pour la phase 2 et un bobinage pour la phase 3, comme ça. Voilà. Alors, effectivement, il y a 2 façons de le câbler. C'est soit en triangle, soit en étoile. Et dans le fascicule, je crois que c'est expliqué. Voilà, c'est expliqué dans votre fascicule comment ça marche. Et selon, ce moteur, lui, selon qu'il soit câblé en étoile ou en triangle, il va encaisser plus ou moins de tension. Alors pour savoir les tensions qu'il peut encaisser, il faut regarder la plaque signalétique, hein, comme les autres moteurs. Donc je vais vous mettre sur la plaque signalétique. Voilà, j'espère que vous allez la voir bien. Voilà, elle est là. On va se rapprocher un petit peu. Et puis on va zoomer. Et on va essayer de lire ce qu'il y a sur la plaque signalétique. Il va pas trop zoomer, sinon c'est pas net. Voilà. Alors qu'est-ce que je vois là-dessus? 230 volts, 380 volts. Voilà.
Donc ça, 220 volts, pardon, ça sera en couplage triangle, et en étoile, ça sera 380 volts. Voilà, on voit que quand il est alimenté en 220 volts, ben, il consomme combien 6 jusqu'à 6,4 ampères, donc plus de courant. Et quand il est en étoile, il y a plus de tension, mais il y a moins de courant. Voilà. Et ensuite, si on fait le produit tension par courant, ben, ça reste constant, puisque la puissance reste la même. Sur la plaque signalétique, qu'est-ce qu'on lit d'autre aussi? On lit Alors, ce qui est très important, c'est la puissance du moteur. Elle est où la puissance du moteur? C'est un moteur 1500 watts normalement, mais je vois pas où c'est marqué. Ça doit être au tout début. La puissance ici, 1,5 kW. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça qui s'appelle le COSFIL, facteur de puissance, 0,71. Et un truc important aussi, c'est la vitesse de rotation. Ici, 1420 tours minute. Alors 1420 tours minute, c'est proche de 1500 tours minute en fait. Ça veut dire que la vitesse de synchronise de ce moteur, ou plutôt la vitesse du champ tournant, enfin c'est pareil, eh bien ça va être 25 tours par seconde seulement, et non pas 50 comme on avait vu dans les manips précédentes. Ça veut dire que dans ce moteur, il y a 2 paires de pôles par phase. Voilà. Et pourquoi quand le champ tournant tourne à 25 tours par seconde, c'est-à-dire 1500 tours par minute, pourquoi le rotor ne tourne qu'à 1420 tours par minute? Eh bien ça, c'est parce que c'est un moteur asynchrone. Et que justement, pour qu'il puisse fonctionner, je vous l'ai expliqué la dernière fois, eh bien il faut que le rotor tourne moins vite que le champ tournant pour qu'il y ait un phénomène d'induction dans le rotor, c'est-à-dire un courant qui soit induit dans le rotor. Voilà. Donc il faut que le rotor tourne moins vite que le champ tournant pour qu'il y ait une vitesse relative entre le champ tournant et le rotor. Voilà. Bon, ça fait pas mal de choses. Je vais essayer de vous montrer, je vais faire une petite pause vidéo, je vais vous montrer le dessus de la plaque, pour que vous compreniez un peu, pour que vous compreniez comment va être un câblage étoile. Alors là, vous avez le dessus de la plaque où il y a les trois phases, les enroulements des 3 phases. Et quand on va faire un câblage étoile, ça c'est pour alimenter le moteur en 380 volts, eh bien ce qu'on va faire, on va prendre toute cette partie basse, je dirais, des enroulements, et on va tout y relier ensemble, comme ça, avec des fils. Et ça, on va appeler ça le neutre. Pardon, c'est pas qu'on appelle ça le neutre, enfin, ça va être relié au neutre du réseau triphasé. Et les 3 phases vont arriver ici. Ce qui fait que sur chaque enroulement, il y aura une sinusoïde du triphasé qui va s'appliquer. Et donc on va avoir des courants aussi qui sont des sinusoïdaux et décalés de 120 degrés les uns par rapport aux autres, ce qui va pouvoir créer un champ tournant dans la machine. Voilà, alors, dans les premières mesures qui sont demandées de faire dans le TP, donc on va prendre dans l'ordre, c'est pas de câbler tout de suite. Donc la mesure qu'on vous demande de faire, c'est la résistance des enroulements. C'est-à-dire chaque enroulement sont des bobines avec du fil plus ou moins long, et la longueur des fils a fait que finalement il y a une résistance pour chaque enroulement. Alors par exemple là je me mets entre U2 et U1, c'est-à-dire aux bornes de cet enroulement là. J'espère que vous voyez. Bon, c'est pas trop, il est derrière mon doigt. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Et ensuite là je mets ça dans l'ohmmètre. Donc l'ohmmètre c'est là, je mets un ohm. Et puis c'est bon normalement je crois. Je fais comme ça. Et comme ça. Alors, il n'est pas en ohmmètre. Ohmmètre. Voilà, donc la résistance du fil du premier enroulement, là, U, c'est 4,65 ohms. Ensuite, je peux déplacer au deuxième enroulement qui est là. Normalement, je dois trouver la même chose. Hein, c'est un moteur qui est complètement symétrique. Voilà, 4,68 ohms. Bon, il y a une petite différence. Et puis, sur le troisième enroulement qui est là, donc entre là et là, 4,67 ohms. Voilà, donc vous avez 3 résistances d'enroulement. Bien sûr, si je mets par exemple entre cette borne et cette borne, ben là j'ai pas de résistance, hein, parce qu'en fait il y a pas d'enroulement entre ces 2 bornes. Enfin, chaque enroulement est complètement indépendant l'un de l'autre. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai vu que dans les questions on vous demande, d'après la plaque signalétique, déterminer le nombre de paires de pôles du moteur asynchrone. Ben, ça on l'a dit, comme la vitesse de rotation est proche de 1500 tours par seconde, c'est-à-dire que le champ tournant tourne à 25 tours par seconde dans le moteur, et donc il y a 2 paires de pôles par phase. Et puis, que vaut le couple utile du moteur? Alors le couple utile du moteur, hein, comment on va avoir ça? Eh bien ça va se faire avec la formule P égale C oméga qu'on verra en TD. C'est-à-dire la puissance du moteur, c'est le couple du moteur, que multiplie sa vitesse de rotation oméga, mais non pas en tours par seconde, mais il faut mettre en radians par seconde. Sachant que un tour complet, ça représente 2π en angle en radian. Voilà. Donc un tour par seconde, c'est 2π radians par seconde. Enfin 2π en radians par seconde. Voilà.
Et donc cette formule P égale C oméga, il faut l'exploiter là, puisqu'en fait, sur la plaque signalétique, on vous donne la puissance du moteur, hein, c'est P donc, ça vaut 1500 watts. Et on vous donne aussi la vitesse de rotation qui vaut 1420 tours par minute. Donc ça, il faut faire des conversions pour obtenir oméga, c'est-à-dire cette vitesse de rotation en radians par seconde. Et ensuite, dans la formule P égale C oméga, C c'est le couple. Et comme vous connaissez P et oméga, il n'y a plus qu'à extraire C. Voilà. Et vous faites le calcul et vous allez trouver un couple qui est de l'ordre de 10 Nm à peu près pour ce moteur. Voilà. Bon, ça c'est voilà pour la première partie. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'alimenter ce moteur-là en lui amenant du triphasé et en le câblant en étoile. Donc en étoile, je fais le centre de l'étoile. Et une fois que je suis au centre de l'étoile, une fois que j'ai l'étoile ici, là je vais amener les 3 phases. Donc la première phase, je vais amener ça par un fil rouge ici. Et je vais raccorder ça à une borne noire que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet de relier ça. Alors cette fois au réseau triphasé 380 volts, voire 400 volts même. Voilà. Donc là je mets la deuxième phase et la troisième phase. Voilà. Très bien, très bien. Ensuite, alors je vais vous montrer comment c'est câblé. Si je vais chercher encore un fil, un long fil. Alors, le long fil, c'est pour faire un câblage qui est facultatif, mais c'est pas très. Je vais quand même le faire. On va le mettre en place. Donc c'est le câblage qui va au centre de l'étoile et qui relie le centre de l'étoile au neutre du réseau triphasé. Alors le neutre, je vais vous montrer. Je vais le câbler, et puis je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Voilà, donc là vous avez tous les fils raccordés sur le réseau triphasé. Voilà. Alors dans la vidéo précédente, on avait utilisé ce réseau triphasé qui est un réseau variable, on peut faire varier la tension. Ici, c'est directement le secteur et c'est du 380 volts, on peut pas la changer cette tension. Voilà. Et voilà, ce fil, ce conducteur de neutre, je le mets dans un premier temps, mais à un moment on va l'enlever parce qu'on va montrer qu'il sert à rien en fait. Voilà. Il est inutile. On va montrer ça rapidement. Je vais chercher une pince de courant qui va permettre de faire la mesure des courants qui passent dans ces fils. On va sortir ça. Voilà, alors j'ai fait un petit changement de table parce que j'allais avoir des contre-jours, des problèmes de contre-jour. Là, je pense que j'en aurai moins. Donc le moteur, c'est le même en fait, hein, c'est un autre banc moteur. Voilà, le moteur, vous l'avez ici. Il est là. Voilà, je l'ai câblé, les 3 phases, le neutre avec un fil bleu, et tout ça, ça va se relier ici sur les bornes là qui me sortent, voilà, qui sortent du triphasé. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre sous tension, c'est-à-dire je vais tourner le bouton noir. Et quand je vais tourner le bouton noir, vous allez entendre le moteur qui démarre. Voilà. Mais par contre, vous voyez rien. Alors on va vous montrer quand même un peu sur le moteur ce qui se passe. Voilà, ça c'est la première mise sous tension. Donc le moteur, il est là. Ce qui est pas mal en plus, celui-là, c'est que normalement, si on regarde bien par côté, on va éviter les contre-jours. Voilà. Voilà, ici vous voyez l'arbre du moteur. Donc je vais le mettre sous tension. Voilà. Et vous voyez, il démarre comme une bombe là cette fois, hein, parce que c'est un moteur industriel, donc celui-là il accélère très vite. Voilà. Et bon, et pour le moment ce moteur ne force pas, il tourne à vide comme on pourrait dire, parce qu'en fait, en face il y a une autre machine qui va jouer le rôle de frein, c'est-à-dire le faire forcer, parce que c'est le but d'un moteur aussi, c'est qu'il puisse forcer, non seulement tourner, mais en plus faire un effort en tournant, pour pouvoir faire de la puissance. Hein. Et actuellement, comme cette machine, qui est une machine à courant continu d'ailleurs, qu'on utilisera tout à l'heure pour freiner le moteur, comme elle est reliée à rien électriquement, hein, il n'y a rien de branché dessus là, vous voyez, la borne est complètement vide, et bien en fait elle freine pas ou très peu, elle freine juste avec ses frottements internes. Voilà, donc le moteur asynchrone ici va fonctionner à vide ou quasiment à vide, quoi, il est quasiment pas freiné. Voilà. Alors les petites choses que je voulais vous montrer à partir de là, c'est ce qui survient dans ce type de moteur si jamais on... Alors, qu'est-ce que on va voir? Alors, si première chose que je vous montrer, c'est que ça marche aussi bien avec ou sans le fil de neutre. Voilà. Le fil de neutre là que j'ai amené ici, il est complètement facultatif. Alors pour le moment j'ai démarré avec, maintenant je débranche le neutre.
et puis je mesure. Hop, là je démarre. Voilà, oui, ça démarre de la même manière. Voilà, en fait, on démontre théoriquement que le courant dans ce fil de neutre il vaut 0 s'il est branché. Donc un fil dans lequel le courant vaut 0, ça veut dire qu'il sert à rien. On dit aussi qu'on a un neutre artificiel ici. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que le potentiel ici, c'est la moyenne des trois potentiels là, et la moyenne des trois potentiels là, eh bien c'est le potentiel du neutre. Donc en fait, que ça soit relié ou pas, ce fil, ça sert à rien. Et en général, donc sur les moteurs asynchrones, on ne relie pas le neutre. C'est une meilleure option de toute façon, parce que il peut y avoir des petits problèmes de câblage. Je vais vous montrer ce que peuvent être les problèmes de câblage sur un moteur asynchrone. Notamment, il peut se passer un premier défaut, eh bien c'est qu'il y a une phase manquante. C'est-à-dire que là, j'enlève une des phases. Voilà. Et on va essayer de voir ce qui se passe si j'enlève une phase. Alors, vous voyez, le moteur ne démarre pas, il ne fait que vibrer. Voilà. Mais en fait, quand on enlève une des phases, eh bien, au lieu d'avoir un champ tournant dans le moteur, on a un champ qui un coup en haut, un coup en bas. En fait, on a un champ de moteur asynchrone monophasé, celui qui démarre pas justement. Voilà. Celui que je vous ai montré qui démarrait pas. Et ça, si on met rien de spécial pour que ça démarre. Et donc ça, c'est très dangereux parce que s'il démarre pas, eh bien, le moteur se retrouve en surintensité de démarrage dans ses fils de manière permanente. Il va y avoir une surintensité dans ses bobinages, et si on laisse fonctionner comme ça pendant plus de, je sais pas moi, quelques dizaines de secondes, eh bien le moteur va fumer. Voilà. Voilà. Donc dans les installations électriques, pour éviter ça, sur ces fils-là, on met ce qu'on appelle un relais thermique ou un disjoncteur thermique qui surveille, qu'on règle assez précisément et qui surveille que dans la durée, le courant dans ces fils ne dépasse pas ce qui doit être normalement observé dans ces fils. Sinon, si jamais il y a une surintensité qui dure trop longtemps, eh bien ce disjoncteur ouvre le circuit pour éviter que pour protéger le moteur, pour éviter qu'il fume. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, alors là c'était sans, j'avais enlevé cette phase, je vais la remettre. On va démarrer. Et maintenant, je vais enlever la phase, mais en fonctionnement. Alors, vous voyez le moteur, on sent qu'il n'aime pas trop, mais il tourne quand même. Mais il vibre beaucoup. Alors quand vous avez pourquoi il tourne quand même? Eh bien, c'est le coût du moteur monophasé. Vous vous souvenez, si on lance dans un sens, il part dans un sens. Si on lance dans l'autre sens, il part dans l'autre sens. Eh bien, quand j'enlève la phase, alors qu'il est en pleine rotation, c'est comme s'il était déjà lancé. Et là, il se transforme en moteur monophasé et il arrive quand même encore à tourner. Voilà. Bon, mais il ne faudrait pas le charger mécaniquement. Il n'est pas prévu pour. Ça risquerait de mal se passer ensuite si vraiment il faisait délivrer la puissance pour laquelle il est prévu. Ça serait pas bon. Voilà, donc en fait, donc quand ça fait un sale bruit comme ça, c'est qu'il manque une phase et il faut un moteur triphasé a besoin de ces trois phases pour bien fonctionner. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors il y a une petite mesure, on vous demande de faire des petites mesures. On vous demande à la passe de courant de mesurer I1, I2 et I3, c'est les valeurs efficaces des courants dans chacun des fils. Alors, en fonctionnement, on va le faire parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc la passe de courant, c'est ça. Je vais la mettre sur ampère-mètre. Et là, elle est en ampère-mètre continu, donc je vais la passer en ampère-mètre alternatif. Voilà. Et ensuite, si je veux savoir la valeur efficace du courant dans ce fil, il suffit que je mette la pince comme ça dedans. Voilà. Et là, moi, je lis 2,68 ampères. Ensuite, je vais essayer dans le fil d'à côté. Et sans surprise, 2,68 ampères, c'est normal. 2,70, ouais. C'est normal. Normalement, les trois phases sont symétriques. Voilà. Donc ce sont ces trois courants sont des courants sinusoïdaux déphasés 120 degrés. Mais ça, en gros, c'est la valeur crête des sinusoïdes divisé par racine de 2, et toutes les sinusoïdes ont la même valeur crête, elles ont toutes la même taille. Alors, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de mesurer le courant dans les trois fils en même temps. Et là, il affiche rien parce que le résultat, c'est 0. Voilà. En fait, quand on somme trois sinusoïdes déphasés de 120 degrés dans le temps et qu'on même amplitude ou même taille, eh bien, mathématiquement, le résultat, ça fait 0. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ces courants normalement s'ajoutent et donnent le courant qui ici devrait ressortir par le neutre, et ce courant-là, il vaut 0. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin du fil de neutre, et du coup on ne met pas. Voilà pour ces premières mesures. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, on va traiter des questions. Les questions, c'est déjà mesurer P1,
V1 I1, la puissance, P1 la puissance fournie sur la phase 1, V1 c'est la tension entre la phase 1 et le neutre, et I1 le courant dans la phase 1, bon, on l'a déjà mesuré, il valait 2,68 ampères. Mais pour avoir P1 maintenant, pour refaire cette mesure, on va utiliser un appareil qu'on a déjà utilisé avec le transfo, c'est le wattmètre. Voilà, il mesure la tension, le courant et les watts, il fait tout. La partie ampèremètre est ici. Et donc ce qu'on va faire, le courant qui va dans la phase 1, par exemple on va dire ça c'est la phase 1, et bien au lieu de l'amener directement de la phase 1 dans le moteur, et bien, ça dessous, voilà, et bien je le fais arriver dans la borne ici de l'ampèremètre. Voilà. Il fait un petit détour dans l'ampèremètre, comme ça va mesurer le courant dans l'ampèremètre. Et ensuite, je le ressors comme ça, par la borne COM. Et une fois que j'ai par la borne COM, je l'envoie dans le moteur. Voilà. Et là, normalement, si je mets sous tension, on devrait mesurer le courant de 2,68 ampères qu'on a vu. Alors, je vais faire ça. Voilà, très bien, ça marche. Donc je vais rajouter maintenant la mesure de tension, donc c'est sur la partie voltmètre qui est ici. Et la tension, je vais la prendre entre la phase, donc la phase, celle que je mesure. Donc c'est la tension qui est ici, voilà, le fil qui arrive là. Et le neutre. Alors le neutre, j'ai deux options. Soit je vais prendre le neutre dit artificiel qui est au centre de l'étoile, voilà, du moteur, sur les bornes qui sont là-bas. Voilà, je vais montrer comment j'ai branché. Soit je peux prendre le neutre d'alimentation du secteur. Bon, c'est comme on veut. On va voir. Pour le moment. Alors, pour le moment, on va mettre comme ça. Puis je vais vous montrer que c'est pareil si je prends ma mesure sur le secteur. Donc on met sous tension. Voilà. Donc la tension, c'est sans surprise. C'est la tension entre phase et neutre. Elle vaut à peu près 240 volts. Le courant, c'est 2,68 ampères. Et là, on a la puissance consommée sur une phase qui vaut à peu près 80 watts. Voilà, alors faut pas s'y tromper, c'est pas la puissance absorbée sur le moteur actuellement, mais seulement la puissance absorbée par une phase. Et en fait, comme les trois phases sont symétriques, et bien pour avoir la puissance absorbée par le moteur, là, il faut multiplier par 3. C'est-à-dire faire 80 watts x 3, et ça, si je ne m'abuse, ça fait plutôt 240 watts. Voilà, à la louche, le moteur, là, actuellement, il consomme 240 watts. Mais qu'est-ce qu'il produit d'ailleurs sur sa sortie comme puissance? A priori la puissance qu'il produit c'est 0, parce que la puissance en sortie c'est le couple fois la vitesse de rotation, et comme le moteur ne force pas, eh bien le couple vaut 0. Voilà. Donc le moteur consomme de la puissance en entrée, de l'énergie, et en fait toute cette énergie part en chaleur. Et il n'y a rien qui est fourni de manière mécanique sur l'arbre pour le moment. Voilà. Donc ça c'est une première observation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans les questions? Voilà, donc le rendement du moteur dans l'essai à vide c'est 0, puisqu'en fait la puissance de sortie c'est 0. Alors ce qu'on va aller voir maintenant, c'est on va essayer de déterminer la vitesse de rotation de ce moteur. Alors je vais essayer de vous montrer comment on fait ça. Voilà, on va s'installer. On va mettre une chaise là. Voilà, on va quitter cet emplacement là. Et on va faire le tour de la manip. Voilà. Et on va se mettre là, en haut. Ici, il y a ce qu'on appelle une génératrice tachymétrique, une génétachy, on dit. Voilà, qui produit une tension qui est proportionnelle à la vitesse de rotation et qui vaut 0,06 volts par tour minute. Voilà. Donc les deux bornes, elles sont là. Je vais me brancher dessus. J'ai un petit multimètre là, je vais le mettre en position DC et je branche. Voilà, la vitesse de rotation la tension de cette génétachy, c'est 89,8 volts. Tension continue. Eh bien, il faut la convertir maintenant pour savoir combien ça fait de tours par minute. Voilà. Bon, est-ce que je vous laisse faire? Non, on va le faire nous, on va le faire ensemble. Alors bon, je vais débrancher dans un premier temps. On va revenir là. On va couper. Donc j'avais dit 89,8 volts. Pardon, ça marche plus ici. 89,8 volts. Donc là je mets la calculatrice et je fais mes 89
89,8 volts. Et je vais diviser par les 0,06 volts par tour minute. Oh, bah mince. J'étais à 89,8. Divisé par 0,06. Voilà. Donc là, il tourne à 1496 tours minute. Autrement dit, si on arrondit un petit peu, c'est 1500 tours minute, un tout petit peu en dessous des 1500 tours minute. Bah, c'est normal, c'est un moteur qui doit tourner moins vite que le champ tournant. Mais vous voyez que là, le moins vite, c'est quasi rien. Et en fait, c'est normal puisque le moteur n'a pas, comment dire, exerce aucun couple ou un couple tout à fait ridicule. Qui est le couple qui est exercé par le moteur, c'est juste le couple pour vaincre les forces de frottement qu'il y a sur la ligne d'arbre. Donc c'est un couple très faible par rapport au couple nominal. Et dans ce cas-là, eh bien, comme le couple est très faible, eh bien, le glissement du moteur est très faible. Voilà. Donc le glissement, c'est quelque chose qui se calcule en pourcentage. Voilà, bah, si on avait perdu 150 tours minute par rapport à 1500 tours, on aurait eu 10% de glissement. Voilà, je vous laisse calculer la valeur du glissement, mais vous allez trouver à peu près 0. Là. C'est un glissement qui est quasi nul, parce que le moteur en fait fonctionne à vide. Voilà, donc là la vitesse de rotation je l'ai fait. Alors on a la vitesse de rotation en tours par minute. On demande en tours par seconde, là ça fera à peu près du 25 tours par seconde. En déduire la valeur du glissement. Correspond-elle, la valeur du glissement, à celle prévue lors de la préparation? Là je vous laisse voir. Voilà, c'est ce qui est écrit sur le texte là, hein, tout ça c'est les questions, je vous montre, je suis en train de lire mais vous voyez pas. Voilà, c'est ce qu'il y a là en haut. Voilà, correspond-elle à celle de la préparation? Vous regardez la préparation, vous essayez de voir si ça correspond. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'essai du moteur en charge. En charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce moteur, maintenant, on va le faire forcer. Voilà. Mais alors, avant de le faire forcer, on va faire un petit réglage. Parce qu'on va mesurer justement l'effort de ce moteur. Alors, pour le faire forcer, il y a pas mal de choses à mettre en place. Je vais vous montrer un petit peu. On va se balader. On se balade. Donc pour faire forcer le moteur, eh bien, on va brancher cette machine électrique là, qui est une génératrice à courant continu, qui est un moteur à courant continu à excitation séparée en fait. Donc ça, le courant d'excitation, ça peut dans certains moteurs être remplacé par des aimants, mais là il n'y a pas d'aimant, donc là il faudra qu'on alimente, que j'envoie un peu de courant pour créer un champ magnétique qui va traverser le rotor. Voilà. Et ensuite, sous l'effet de la rotation, ce champ magnétique, sous l'effet de la rotation, va induire une tension dans les bobines qui tournent au rotor, qui sont à l'intérieur. Et cette tension, eh bien, quand je vais lui faire débiter du courant, eh bien, ça va faire forcer le moteur. Voilà. Et pour savoir comment on va forcer ce moteur, eh bien, on va le mesurer. On va faire une mesure de couple avec ce dispositif-là. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un système de balance, un système de balancier. Et quand le moteur va tourner, admettons qu'il tourne dans ce sens-là, voilà. Si jamais cette machine le freine, elle va être entraînée par la rotation et elle va se déplacer comme ça. Voilà. Alors on verra ça. Hein. Et quand elle va se déplacer comme ça, parce qu'elle va être entraînée par son couple résistant, ce qu'on pourra faire, c'est déplacer la masse qui est tout au bout là, comme ça, et obtenir un équilibre. Alors, je vais vous montrer quand même comment on fait cette mesure. Donc cette masse là, pour le moment, je la mets. On va regarder. Enfin, je vais faire le tour même. On va faire le tour comme ça. Vous verrez mieux. Donc cette masse là, eh bien, au tout début, on la met ici, en position de lecture 0. Voilà, la petite flèche ici sur le 0. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite, pour faire le réglage, il y a la contremasse là. Voilà, contremasse qu'il faut régler pour avoir un équilibre globalement sur la machine. Alors, si je la mets trop devant, elle penche de ce côté. Si je la mets trop comme ça, elle penche de l'autre côté. Donc je vais trouver le bon équilibre. Voilà, puisqu'actuellement il n'y a aucun couple qui s'exerce, tout est à l'arrêt. Voilà, impeccable. Donc là ma machine est équilibrée. Voilà, et puis là on va la mettre en route. Je vais la mettre en route par derrière, là, si on peut. Pour voir. Et normalement l'équilibre devrait quasiment pas bouger. Alors je mets en route. Vous voyez, il y a un léger déséquilibre on a vu, la machine a un petit peu bougé, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est qu'en fait, il y a un petit couple résistant exercé qui correspond au frottement interne de la machine. Bon, on aurait pu les mesurer, mais est-ce qu'on le mesure? Allez, on va faire la mesure. Alors pour faire la mesure, eh bien, je vais déplacer cette masse pour restaurer l'équilibre. Bon, alors là, ça penche du mauvais côté.
Voilà, donc là l'équilibre il est retrouvé. Je vais couper le moteur. Voilà. Et pour retrouver donc l'équilibre en fonctionnement, bah, la masse, il a fallu la déplacer de 1 cm. Et s'il a fallu la déplacer de 1 cm, eh bien ça veut dire qu'il y avait un petit couple résistant dans cette machine. Donc tout à l'heure je vous ai dit que le couple résistant était nul, mais c'est pas tout à fait vrai. Et si on veut le calculer maintenant, eh bien il suffit de multiplier cette distance, mais non pas en centimètres, mais en mètres. Donc il faut pas mettre 1 cm, mais il faut mettre 0,01 mètre. Et multiplier ça par le poids de cette masse. Et cette masse fait environ 2 kg. En fait, elle est calibrée pour peser 20 newtons. Voilà. Donc là, bah, vous avez un couple qui vaut 20 newtons multiplié par 0,01 mètre. Et ça, si je ne m'abuse, ça fait 0,2 newton mètre. Donc en fonctionnement à vide, le couple de freinage qui est exercé par cette machine était de 0,2 newton mètre. Donc il y avait, voilà. Donc tout à l'heure j'ai dit que le moteur fonctionnait à vide, bah, c'était pas tout à fait vrai. Voilà. Mais bon, vous verrez que globalement, c'est un petit couple par rapport au couple qu'on aura à pleine charge. Donc pour faire l'essai en charge, ce que je vais faire, moi, je vais câbler tout ce qu'il faut ici. Donc ici, je vais envoyer à peu près une centaine de volts, enfin on verra, pour avoir du courant dans l'enroulement d'excitation, pour créer le champ magnétique dans la machine. Et ici, eh bien, je vais sortir 2 fils qui vont débiter dans une résistance, enfin dans une série de résistances que je pourrais commuter. Et ce que je ferai aussi, c'est que je passerai à travers un wattmètre, un deuxième wattmètre, qui me permettra de mesurer la puissance qui sort de cette machine. Voilà. Moi, je vais faire le câblage et je rééclaire la vidéo quand le câblage est fait. Et je vous montrerai.